Donc, les nouveautés à la tâche, le déroulement de la formation. Nous allons présenter présentement, là, on présente le déroulement et les objectifs de la formation, les objectifs qui sont poursuivis par les changements à la tâche, les éléments qui ne sont pas modifiés, les principaux changements, la tâche annuelle et l'horaire de travail. Donc, maintenant, deux concepts qu'il faudra séparer. Les consultations en lien avec la tâche et le mécanisme de résolution des difficultés qui est une nouveauté. Donc, le contexte, là, le 29 septembre dernier, la FAE procédait à la signature de l'entente nationale. Et donc, les parties, là, suite à l'entente de principe, ont convenu de modifier plusieurs dispositions dans l'aménagement de la tâche du personnel enseignant. C'est le CPNCF, donc le comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones, et la Fédération autonome de l'enseignement, qui est notre fédération à laquelle le CEOM est affilié, ont publié là, le 22 avril dernier un guide d'application. Donc, c'est pour ça que ça nous amène aujourd'hui, le 9 juin, à pouvoir là, enfin vous donner cette formation-là. Donc, le 22 avril, la FAE a reçu le guide, a produit une formation à laquelle les élus du CEOM, là, donc vos représentants, ont assisté, ainsi que les conseillers en relations de travail. Nous avons ensuite parlé avec l'employeur, discuté avec l'employeur pour voir les aménagements que nous pourrons faire là, en tout respect de l'entente locale. Et ça nous amène aujourd'hui, là, suite à la formation que nous avons pondue, à pouvoir vous la donner. Donc, le contenu de la formation, c'est en lien, là, c'est basé avec l'entente nationale, l'entente locale qui date de 2013, les guides d'application et les discussions que nous avons eues avec l'employeur. Donc, sans plus tarder, les objectifs de la formation, c'est de vous présenter les modifications, de présenter les adaptations que nous avons faites là, avec notre entente locale et de vous outiller pour que vous puissiez participer là, aux consultations qui sont prévues dans vos écoles ou dans vos centres, là, si vous êtes à l'EDA ou à l'AFP. Donc, les objectifs qui sont poursuivis par ces changements qui sont quand même multiples à la tâche, c'est de reconnaître le professionnalisme des enseignantes et des enseignants et l'autonomie professionnelle. Donc, vous allez le voir plus tard, là, vous allez être demandé d'être en moyenne 30 heures dans votre école. Donc, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Et c'est vous qui choisissez les moments que vous êtes à l'école lorsque vous n'êtes pas en cours et leçons, en récupération ou en rencontre collective, par exemple. Donc, c'est vraiment votre autonomie qui dicte vos moments de présence à l'école. Tous ces changements-là doivent s'effectuer sans alourdir la tâche qui est déjà assez lourde des enseignantes et des enseignants ou encore d'augmenter cette tâche-là. Donc, c'est très important. Cette prémisse-là, elle est très importante. Les changements doivent s'effectuer sans alourdir la tâche. Et aussi, donc on devra distinguer là, la tâche et l'horaire de travail. Donc, la tâche, ce que vous devez accomplir, et l'horaire, le moment où c'est accompli. On doit aussi respecter les dispositions locales. Je peux vous en nommer un là, dans notre entente locale. Il est mentionné que nous avons entre 100 et 130 minutes de cours et leçons. Donc, entre 100 et 130 minutes de surveillance d'accueil et déplacement. Donc, la surveillance d'accueil et déplacement, c'est un peu avant le cours et leçon et un peu après le cours et leçon, d'où vient mon cours et leçon. Mais on l'a adapté en annualisant, donc en faisant 100 minutes fois 36 semaines, 130 minutes fois 36 semaines, et ça nous amène là une tâche annuelle, donc un nombre annuel d'heures pour la surveillance de l'accueil et déplacement. Donc, les éléments qui ne sont pas modifiés, il y en a quand même beaucoup. Donc, les principes généraux et la fonction générale. Donc, la fonction générale d'un enseignant, là, je peux en faire la lecture très rapidement. Donc, on le retrouve à la clause 8.2.01. Donc, à la clause 8.2.01, on peut lire qu'une enseignante ou un enseignant, là, ses responsabilités, c'est de préparer, de dispenser des cours, de collaborer avec les autres enseignants et enseignants et les professionnels, d'organiser et de superviser des activités étudiantes et d'y participer, d'organiser et de superviser des stages en milieu de travail, d'assumer les responsabilités d'encadrement, d'évaluer le rendement et le progrès des élèves, de surveiller les élèves, de contrôler les retards et les absences, de participer aux réunions en relation avec son travail et de s'acquitter d'autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant, le fameux toute autre tâche connexe. Donc, cette fonction générale-là n'a pas changé. La définition d'activité étudiante, la définition d'encadrement, la définition de récupération, la définition de surveillance de l'accueil et déplacement, tout ça, ça n'a pas changé.
L'implantation de nouveaux programmes non plus n'a pas changé. Le protocole là, qui est à la clause 8.3 n'a pas changé. L'année de travail qui est toujours du 1er septembre au 30 juin. Là, vous allez me dire, mais comment ça, on commence le 24 août? Nous avons une adaptation locale qui, elle aussi, n'a pas changé. Où est-ce qu'on vient dire là, qu'on travaille un maximum de 6 journées en août, ce qui nous permet, là, entre autres, d'avoir une semaine de relâche. Donc, l'année de travail ne change pas non plus. La disposition des jours à l'intérieur de l'année de travail, là, on peut lire là, qu'on doit avoir 2 semaines là, dans le temps des fêtes, les congés fériés, tout ça non plus, ça ne change pas. Au secteur jeune, nous avons la semaine régulière de travail qui est du lundi au vendredi, ça non plus, ça ne change pas. Le fait que nous avons 10 rencontres collectives et les 3 premières rencontres de parents, tout ça non plus, ça ne change pas. Ce qui ne change pas aussi, c'est le paiement des dépassements à la tâche éducative. Donc, au secondaire, là, nous avons le dépannage d'urgence quand le système est. Il y a un système qui est constitué via une consultation en CPE. Donc, tout ça, là, le dépannage d'urgence, ça ne change pas non plus. Et si vous effectuez du dépannage d'urgence, le paiement au millième non plus ne change pas. Le temps moyen des cours et leçons non plus ne change pas. Donc, 17 heures, 5 minutes par semaine. Si on change ça là, dans un système de 4 périodes par jour, 9 jours par cycle, c'est un 24 périodes. Donc, le 24 périodes par cycle ne change pas. Mais pour nos collègues là, qui sont dans les matières à 4 crédits, on voit souvent là, des tâches malheureusement à 28 périodes. Mais ça aussi, c'est encore malheureusement permis. C'est une moyenne là, de 17 heures 5 minutes. Donc, étant une moyenne, donc il y en a qui sont un peu en haut, d'autres qui sont un peu en bas. Et la période de repas d'au moins 50 minutes qui débute entre 11h et 12h30 au secondaire, donc à la clause 8705. Ça non plus, ça ne change pas. Dans les écoles de l'Ouest, compte tenu du transport scolaire et de l'organisation scolaire, là, le centre de service nous demande de procéder à des ententes particulières avec les écoles. Donc, il y a des écoles là, que leur période de repas, des fois, va débuter à 13h15, 13h20, jusqu'à plutôt 13h15, 13h20. Donc, ça, c'est suite à une entente là, et on consulte les enseignantes et les enseignants de l'école là, au mois de mai, juin à chaque année pour prolonger l'entente d'une année supplémentaire. Et il y a aussi l'amplitude là, de 8 heures par jour jusqu'à un maximum de 35 heures semaine qui ne change pas. Donc, sur les principaux changements, je vais laisser la parole à Émilie. Oui, alors, pour commencer, ça va être les faits saillants, là. Inquiétez-vous pas, on va revenir vraiment en détail sur chaque changement là, qui vous est présenté là. C'est peut-être juste un petit amuse-bouche ici. Alors, première chose importante qui a changé, c'est qu'il y a maintenant 2 consultations obligatoires avant que la direction établisse la tâche. Donc, il y a une première consultation collective avec le CPEE et une deuxième consultation qui est individuelle. Donc, ces consultations-là ont pour but, en fait, de laisser la chance aux enseignants de discuter, en fait, là, des différentes activités et du temps qui risque d'être requis pour les réaliser. Alors ça va être fait là, pendant les différentes consultations. L'autre chose qui est vraiment importante, là, Simon-Pierre l'a un petit peu amené, c'est la distinction entre la tâche et l'horaire de travail là, qui est maintenant mieux définie. Donc, l'horaire de travail, c'est vraiment le moment où vous effectuez la tâche et la tâche, c'est vraiment les activités là, qui font partie de votre travail. L'autre élément qui est un changement majeur, en fait, c'est que la tâche est maintenant annualisée. Ça, ce que ça veut dire, c'est que chaque élément de la tâche va être déterminé selon un certain nombre d'heures par année à effectuer. Mais ça va pouvoir être séparé par des moyennes d'heures par semaine. Donc, ce ne sera pas toujours le même nombre d'heures par semaine. En tout cas, c'est ça, ça va pouvoir varier d'une semaine à l'autre, sauf en ce qui a trait aux cours et leçons là, qui, eux, vont être des activités récurrentes fixées à l'horaire, là, c'est bien normal. Mais pour tout le reste, il va y avoir beaucoup plus de flexibilité. Donc, comme j'ai commencé à mentionner, ce qui va être fixé à l'horaire, donc à Mosaïque et GPI, ça va être seulement les activités récurrentes. La présence à l'école va être seulement de 30 heures par semaine en moyenne. Donc, on sait que la moyenne d'heures de travail devra être de 32 heures par semaine, donc le 1280 heures par année. Là, je fais une parenthèse ici, là, je vais nommer des heures. Je sais que vous êtes habitués de calculer en minutes, là, mais c'est vraiment là, puisqu'on parle d'annualiser, là, le mettre en minutes, ce serait vraiment assez épouvantable en termes de nombre. Là. Mais au besoin, là, on pourra faire les calculs pour vous. Là. On le sait que vous êtes habitués de calculer en minutes.
Alors c'est ça, comme je disais, moyenne de 30 heures de travail physiquement à l'école et 2 heures là, qui pourront être effectuées au choix de l'enseignant. Il y aura également là, 560 heures par année qui sont les autres activités professionnelles et en moyenne 5 heures par semaine, donc 200 par année de travail personnel, duquel fait partie là, le 2 heures qui pourrait être fait là, au lieu déterminé par l'enseignant ou l'enseignante. Finalement, là, j'ai passé par-dessus. Là, il y a 720 heures par année de tâches éducatives, donc ça fait une moyenne de 20 heures par semaine. Donc, par la suite, là, au final, là, ça va un petit peu trop vite, mais il y a aussi un mécanisme là, de résolution des difficultés qui a été mis en place. On va y revenir là, pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Ça, c'est si jamais il y a des difficultés là, avec l'application de la tâche. Donc, cette année, là, vous aviez une tâche hebdomadaire de 32 heures par semaine ou son équivalent là, sur un cycle de 9 jours. Donc, son équivalent sur un cycle de 9 jours, c'était 2160 minutes ou son équivalent en heure là, de mémoire, c'était 54. Donc, la tâche éducative, où est-ce que vous aviez là, ce qui était assigné par la direction, le cours et leçons, l'encadrement, la récupération, la surveillance, les activités étudiantes, la compensation pour 2 ou 3 établissements. Donc, on peut penser à la Dorval Jean 23, Saint-Laurent, John F. Kennedy, où est-ce qu'il y a plusieurs établissements dans la même école. Et le temps de libération, donc il peut y avoir là l'enseignant ressources prévu à l'annexe 4 de notre entente nationale. Ce qui était assigné aussi, l'accueil et déplacement, la rencontre collective hebdomadaire, le déplacement de 2 immeubles, le temps résiduaire, donc le temps résiduaire fixé par l'enseignant de 2 heures, le temps résiduaire fixé par la direction qui était le reste au final. Et dans le travail de nature personnelle, on peut voir qu'il n'y avait rien puisqu'il n'y a rien d'assigné. C'est vous qui décidez là, qui décidez encore ce que vous faites pendant ce temps de ce travail de nature personnelle. L'année prochaine, votre tâche va être divisée en 2. Donc, la tâche éducative qui comprend exactement les mêmes choses. Et les autres tâches professionnelles qui correspondent encore à exactement les mêmes choses, sauf la dernière ligne. Là, ben, les 2 dernières lignes, on inclut les journées pédagogiques, donc à 5,4 heures ou 5h24 minutes par journée pédagogique x 20. C'est inclus maintenant dans les autres tâches professionnelles, ainsi que le travail personnel déterminé par l'enseignant. Donc, le TNP devient le TP, déterminé par l'enseignant. Bref, c'est la même chose. C'est le 5 heures par semaine depuis l'entente sur, depuis l'entente sur le temps. Sur le temps à l'école. Donc, on est passé de 27 heures à 32 heures. Donc, l'entente sur la durée, voilà. Donc, c'est encore là et ça va être encore là, mais de ces 5 heures-là, il y a 2 heures en moyenne par semaine qui pourront être faites au lieu déterminé par l'enseignante ou l'enseignant. Donc, sur la tâche annuelle de 2022-2023, ici, on voit la présentation de cours et leçons, mais je peux laisser là Émilie continuer. Oui, alors en fait, bon, comme vous allez voir de la façon que c'est séparé, c'est que ce qui est récurrent va être fixé à l'horaire. Donc, pour ce qui est de la présentation des cours et leçons, comme on voit, là, il y a un 615 heures qui est récurrent à l'horaire. Ensuite, pour l'encadrement, c'est des heures qui devront être déterminées là, à l'avance lors de l'établissement de la tâche. Ce ne sera pas long, je suis en train de perdre mes notes. Voilà. Alors, même chose un peu pour la récupération. Puis la surveillance, là, qui ne sont pas ce qui est en lien avec l'accueil et les déplacements et les activités étudiantes, incluant le temps de préparation. Je vais faire une petite parenthèse là, pour les activités étudiantes. Donc, c'est là, en fait, surtout qu'on va être capable de faire varier les heures de travail à l'horaire. Puisque, par exemple, c'est des activités qui ne sont pas, il y en a qui vont être récurrentes, donc qui seront fixées à l'horaire. Mais celles qui sont, par exemple, à un moment déterminé dans l'année, je ne sais pas moi, le gala Méritas, le spectacle amateur, des choses comme ça, ben, c'est là qu'on va être capable, comme enseignant, de dire, ben là, ça va me demander, mettons, 2 heures par semaine pendant 5 semaines et un 5-6 heures de plus là, la journée de l'événement.
Alors, ça va être à vous là, de compenser le temps là, autrement durant l'année scolaire pour être sûr de ne pas dépasser, sachant qu'il y a ça qui va arriver dans le temps. Et pour ce qui est des activités récurrentes, ben là, c'est assez simple, puisque c'est récurrent, là, ça peut être fixé à l'horaire. Bon, ensuite, il y avait la compensation pour l'enseignement dans 2 ou 3 établissements et les libérations aussi là, qui, par exemple, pour ce qui est de l'enseignant mentor, là, ça compte comme une libération. Ce sera du temps qui pourra être déterminé dans la tâche éducative. Maintenant, pour ce qui est des autres tâches. Oui, vas-y, Je ferais compléter aussi sur la tâche éducative. Vous voyez, récupération, il est à 2 endroits. Donc, temps récurrent fixé à l'horaire et aussi en préalloué. Donc, c'est en CPE, on viendra sur la consultation collective tantôt, mais c'est en CPE que vous pourriez déterminer que la récupération, disons là, que vous aviez l'habitude d'en faire 2 par cycle de 9 jours, mais vous pourriez convenir qu'il y en a une qui est fixée à l'horaire. Puis là, vous pourriez convenir que tous les jours 2, c'est les enseignants de français qui font la récupération. Tous les jours 3, c'est les enseignants de maths. Les jours 4, sciences. Les jours 5, l'univers social. Les jours 6, l'éthique et culture religieuse. Bref, vous pouvez continuer comme ça là, pour toutes les matières que vous avez, toutes les spécialités que vous avez en l'école secondaire. Et la deuxième que vous aviez l'habitude de fixer, mais vous ne la fixez pas. Les enseignantes et les enseignants connaissent leurs élèves. Et vous savez quand ils en ont besoin. Donc, vers la fin de l'étape, disons que l'enseignant de français que j'ai dit tantôt, je crois que c'était le jour 2, mais l'enseignant de français met le jour 2, sa période de récupération, elle est à l'horaire, l'enseignante fait le jour 2, tous les jours 2, là, sa période de récupération, mais là, on s'approche vers la fin de l'étape. Et disons que c'était une récupération de 30 minutes là, chaque jour 2. Donc, fois 20, elle a 10 heures, mais elle avait 15 heures de récupération à faire. Donc, elle sait qu'elle aura 5 autres heures de récupération à faire, donc 10 autres récupérations d'une demi-heure. Vers la fin de l'étape, ben, elle pourrait décider là, de mettre jour 7, jour 8 et jour 9 des récupérations de manière intensive pour pouvoir préparer ses élèves là, aux évaluations. Mais en début d'étape, elle cesserait ça, puisque le besoin il est moins présent. Donc, c'est pour ça qu'on le voit aux 2 endroits. L'activité étudiante, idem. Donc, l'enseignant d'éducation physique, donc là, je suis dans les stéréotypes, l'enseignant d'éducation physique coach le soccer tous les jours 3 au dîner. Donc, c'est récurrent. Donc, on le verra à l'horaire. C'est vraiment le principe de récurrence qui fait que c'est à l'horaire. Mais, comme Émilie l'a dit, les enseignantes et les enseignants qui s'occupent du gala méritas ou du bal de finissant en fin d'année et que ça prend 30 heures, mais ils verront le 30 heures sur leur 720 en préalloué. Sur les ATP maintenant. Donc, sur les ATP, donc nous avons ici la surveillance de l'accueil et des placements, donc qui n'est pas la surveillance, disons, de la cafétéria, de la surveillance collective, mais plutôt le 2-3 minutes là, que vous avez avant le début du cours ou après après la fin du cours. Donc, l'accueil et des placements sera aux 2 endroits aussi, puisque on a convenu avec l'employeur là, que c'est 100 minutes x 36 divisé par 60 pour l'année, qui correspond à 60 heures au minimum, et 130 minutes x 36 semaines divisé par 60, qui correspond à 78 heures. Donc, annuellement, vous devez avoir entre 60 et 78 heures de surveillance d'accueil et déplacement. Maintenant, compte tenu de l'organisation scolaire, compte tenu de vos périodes d'horaire, il est possible que vous n'arriviez pas à 60 heures, mais que vous arriviez à 58 heures, comme il était possible que vous arriviez à 95 minutes par semaine. Mais à ce moment-là, la direction vous mettait 5 minutes en préalloué et là, on vous mettra 1 heure en préalloué pour arriver au minimum de 60 heures. Donc ici, là, dans la ligne surveillance de l'accueil et déplacement, le total doit arriver au minimum de 60 heures pour être en respect de notre entente locale et arrangements locaux là, convenus en 2013. C'est très important. La rencontre collective hebdomadaire de 36 heures, vous étiez habitué en minutes. C'est prévu à notre entente locale que c'est 1 heure par semaine ou 108 minutes par cycle de 9 jours. 108 minutes x 20, nous arrivons à 2160 minutes. On divise ça par 60, on arrive à 36 heures. Donc, c'est pour ça qu'on arrive ici à un nombre fixe qui est de 36 heures. Ce nombre-là ne peut pas changer. Bien sûr, si vous êtes à un pourcentage de moins de 100%, si vous êtes à 80%, bien, ce nombre-là sera adapté à 28,8 heures. Donc,
Voilà pour la rencontre collective hebdomadaire. Le déplacement entre deux immeubles, donc ça s'adresse seulement à Dorval Jean 23, Saint-Laurent et John F. Kennedy. Ben, vous avez le droit à 20 minutes là, ici de déplacement entre deux immeubles lorsque votre tâche vous oblige à vous déplacer entre deux immeubles. La participation au comité, on voit ici 3 comités. CPE, ILP, EHDA au niveau de l'école, ce sont les 3 seuls comités reconnus dans l'entente locale. Donc, il y a quelques écoles là, qui se sont dotées d'un comité, disons, normes et modalités, un comité code de vie, un comité pour revoir la politique d'intimidation et de violence à l'école. Tous ces comités-là, bien qu'ils soient nécessaires, ne sont pas reconnus par l'entente locale. Donc, le temps de participation à ces comités-là ne peut pas être dans la participation au comité. Ces 3 comités-là, bien qu'ils soient importants, ne sont pas reconnus, mais il y a d'autres comités où est-ce qu'on ne voudrait pas nécessairement que la direction puisse nous assigner. Ces 3 comités-là, c'est des comités qui sont syndicaux, élus, électifs, donc la direction ne peut pas vous assigner un CPE. Mais si on met d'autres comités qui ne sont pas reconnus dans l'entente locale comme étant des comités électifs plutôt, la direction pourrait vous assigner. Donc, si vous avez un comité, disons, là, vie sociale des élèves à l'école, mais si vous le mettez dans les ATP, la direction pourra vous assigner à ces comités-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de ne pas mettre les autres comités dans la participation au comité. Puisque là, comme ce ne sont pas des comités où est-ce que vous êtes élu, la direction pourra vous assigner. Donc, si vous ne voulez pas devoir participer à certains comités, ne les mettez pas dans les autres tâches professionnelles. Il y a aussi l'insertion professionnelle là, prévue à l'annexe 49 l'annexe 49 de l'entente nationale. Donc, il y a du temps pour les enseignants en début de carrière, mais ce temps-là sera dans les ATP et le temps résiduaire. Dans certaines écoles, il y aura du temps résiduaire qui sera fixé à l'horaire. C'est grisé, mais on devrait le voir en blanc pour le secondaire, puisque en CPE, vous allez vous doter d'un système de dépannage d'urgence. Donc, on devrait le voir en blanc, là, donc ça pourrait être 2h30 qui est en temps résiduaire fixé à l'horaire, puisque ce sont vos 2 périodes de dépannage d'urgence. Le reste sera en préalloué, et ça arrive à 252 heures pour l'année. Comme on arrive à 252 heures, c'était votre 7 heures par semaine. Donc, 7 heures par semaine, là, on arrive à 12,6 heures, qui correspond aux 756 minutes par cycle de 9 jours. Donc, ce 756 minutes-là, on le multiplie par 20. On arrive, en divisant par 60 après, là, on arrive à 252 heures. C'était là votre tâche complémentaire. Et le 36, d'où il vient aussi, là, si mettons, on était au primaire, c'est que la tâche d'un enseignant comprend 200 jours. On le divise par 5, c'est 40 semaines. Sur ces 40 semaines-là, il y a 20 jours de journée pédagogique. 20 jours, c'est 4 semaines. 40 moins 4, 36. Donc, c'est comme ça qu'on arrive au multiplicateur de 36. Ensuite, dans les autres tâches professionnelles, nous avons aussi les 108 heures prévues aux journées pédagogiques. Donc, 108 heures journée pédagogique, ça vient de 5,4 heures fois 20 jours. 108 heures, et le TNP, l'ancien TNP, 200 heures. Donc, tout ça ensemble, ça fait le 560 heures qui est, dans le fond, qui correspond là, aux 12 heures en plus des 20 heures de tâches éducatives que nous avions là au préalable. C'est important aussi, là, quand vous faites votre tâche, quand vous calculez vos éléments, ne pas calculer vos éléments en double. Par exemple, vous faites un CPE pendant... Si vous avez convenu dans votre école que vous faites le CPE pendant les journées pédagogiques, mais votre temps de CPE ne pourra pas être reconnu, sauf le temps de préparation, par exemple. Parce que on ne voudrait pas compter les heures en double. C'est pas parce que vous faites 1 heure de CPE dans une journée pédagogique que cette heure-là va compter à la fois dans la journée pédagogique et à la fois dans le CPE. Il faut faire attention quand on fait nos demandes, quand on fait nos recommandations pour ne pas trop vouloir tirer la couverture de notre côté, là. Donc, Émilie. Je pensais que j'activais mon micro et je l'ai désactivé. On dirait presque pas que ça fait 2 ans qu'on deal avec Zoom, tout le monde ensemble. Mais oui, pour ce qui est de l'horaire de travail, alors comme j'ai mentionné tout à l'heure, les heures varient d'une semaine à l'autre, puisque c'est maintenant une moyenne. Donc, comme j'ai mentionné, il y aura 32 heures par semaine à l'école, en fait 32 heures par semaine de travail et dont 30 heures à l'école.
Donc, ça va vous permettre d'avoir la souplesse nécessaire au cours de l'année pour accomplir là, les activités professionnelles au moment que vous le jugez opportun, sauf en ce qui a trait, bien sûr, aux cours et leçons qui sont fixés à l'horaire là, dans le cycle de 9 jours. Ça reste récurrent et ça va toujours être la même chose. Donc, on parle de toutes les autres activités qui ne sont pas récurrentes. Ça pourra faire varier votre moyenne d'heures par semaine. Donc, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, ça va être la responsabilité de l'enseignant ou de l'enseignante d'ajuster les heures de travail à l'école dans le respect de la tâche annuelle. C'est ça aussi dans le respect des amplitudes, là, toujours. Donc, comme Simon-Pierre a mentionné, même si la moyenne d'heures par semaine devient une moyenne, il n'est pas question de dépasser l'amplitude de 35 heures par semaine ou le 8 heures par jour, là. Ça doit toujours être fait dans le respect de ça. Il y a seulement les 10 rencontres collectives et les 3 premières rencontres de parents qui peuvent peut-être entraîner un dépassement. C'est la seule chose qui est autorisée à ce niveau-là. Ensuite, c'est ça. La direction établit pour chaque enseignant ou enseignante un horaire de travail qui est hebdomadaire, qui va s'inscrire dans les amplitudes normales. C'est ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui nécessite votre présence de façon récurrente, comme les cours et leçons, les surveillances fixées à l'horaire de l'accueil et des placements, ces choses-là. Les autres qui ne nécessitent pas une présence récurrente à un moment précis, ils ne sont pas fixés et donc vous pourrez déterminer le moment où vous l'accomplissez à l'intérieur de l'amplitude, à moins que pour une raison ou pour une autre, la direction exigerait votre présence, c'est toujours possible, mais il y a quand même des modalités par rapport à ça. De plus, il va toujours être possible de fixer à l'avance des réunions qui ne sont pas nécessairement récurrentes ou hebdomadaires et ils ne seront pas inscrits à l'horaire, mais il y a des modalités à suivre également par la direction pour ça. Fait que c'est pas mal là, ce qui complète là, en ce qui a trait à l'horaire de travail. Là, si vous avez des questions, on pourrait y répondre. Là. Je pense que Simon-Pierre va vous donner un exemple. Là. Oui, donc Voilà. je vais vous donner un exemple d'horaire de rêve. Là. Donc, c'est un enseignant qui a seulement un niveau. On ne voit que des 400. Donc, c'est un bel horaire, on va se le dire, mais c'est bon pour l'exemple. Donc, cet enseignant-là, on le voit là, ce qui est en rouge, c'est ce qui est fixé à son horaire. Donc, il y a ses cours et leçons qui correspondent au groupe qu'il a. On voit aussi des temps de surveillance qui sont le jour 2 et le jour 9. Et il y a une seule période là, durant le dîner, mais c'est une partie du dîner. Là. Donc, une période de récupération ici là, qu'il a le jour 4. Donc, la seule chose qui manquerait à cet horaire-là, c'est suite à la consultation du CPE, l'enseignant devra se fixer 2 périodes de dépannage d'urgence. Donc, il pourrait là, fixer ici là, jour 1, période 1, une période de dépannage d'urgence, et jour 7, période 2, une période de dépannage d'urgence. Bien sûr, c'est la direction qui fixe suite à la consultation CPE, mais on devrait voir là, deux périodes de dépannage d'urgence qui s'ajoutent suite à la réception là, de cet horaire-là en début d'année. Sur la consultation collective maintenant, donc le CPE vers le mois d'avril. Donc j'avais dit que j'allais mettre le document du CPNCF là, et de la FAE, donc c'est un document qui est paritaire. Donc en parlant, je vais le chercher et pouvoir le mettre aussi sur le site. Là. Donc au CPE, c'est une consultation collective qui est faite, qui doit se faire vers le mois d'avril et le mois de mai. Donc on est cette année au mois de juin. Donc nous sommes tard, je vous l'accorde. C'est juste que le guide est arrivé au mois d'avril, justement, donc c'est difficile là, de présenter des éléments qui arrivent lorsqu'on doit faire la consultation. Donc, il n'est pas trop tard pour faire cette consultation-là. L'employeur nous a dit qu'elle allait procéder tout de même à la consultation. Donc, il a produit des documents là, pour outiller les directions, au même titre que nous, on produit nos propres documents pour vous outiller. Donc, au CPE, la consultation repose sur les éléments de la tâche éducative et le temps nécessaire pour réaliser chacune de ces tâches éducatives, sauf le cours et leçons. Puisque le cours et leçons, il y a une clause là, dans l'entente nationale qui prévoit que c'est en moyenne 17 h 5 minutes. Donc, il n'y a pas de consultation collective là, sur ce temps-là.
Il y a aussi une consultation sur les ATP, le temps nécessaire pour réaliser chacune d'elles. On le veut un peu plus tôt. C'est 36 heures pour la surveillance de l'accueil et déplacement, c'est 200 heures pour les autres, le temps personnel et 5,4 heures fois 20 pour les journées pédagogiques. Là, il y a certains éléments où est-ce qu'il n'y aura pas de consultation pour le temps nécessaire à la réalisation de chacune d'elles. Nous, on vous conseille de prendre le temps de faire une véritable consultation. Ce n'est pas une situation urgente. Et la consultation, ce qu'on vous recommande de faire, et c'est valide pour toutes les consultations. Un principe de consultation, vous devez avoir les documents en temps opportun. Donc, dans notre entente locale, le temps opportun, c'est 5 jours avant la tenue du CPE. Donc, avant le CPE, 5 jours avant, vous recevez les documents qui sont nécessaires à la consultation. Vous arrivez en CPE, vous recevez les informations complémentaires de l'employeur, vous recevez la demande de consultation, et ensuite, vous ne prenez pas de décision séance tenante, vous devez consulter le reste du corps professoral. Donc, pour procéder à cette consultation-là, vous faites une assemblée générale syndicale. Et si vous êtes, disons que c'est un représentant par département et vous avez 8 départements dans l'école au CPE, le CPE est composé entre 3 et 12 enseignantes et enseignants, mais disons que vous êtes 8. On vous conseille, en assemblée générale syndicale, d'essayer de tenter d'arriver à un consensus ou une forte majorité. Et les 8 personnes disent ce consensus-là ou cette forte majorité-là. Même si les enseignants de français ou les enseignantes de français étaient contre cette position majoritaire-là, mais l'enseignant de français va se rallier et va voter en faveur de la position majoritaire et ce sera un vote unanime. La raison, si là, les enseignantes et enseignants d'art plastique ne seront pas fiers de moi, mais si bleu et jaune, ça fait vert. Donc, si la position majoritaire, c'est bleu et les enseignants de français disent jaune, mais la direction, ça se peut qu'elle dise vert puisque on voit qu'il n'y a pas un certain consensus et ça va être plus loisible pour la direction de dire une autre position. Mais si toutes les enseignantes et tous les enseignants arrivent en disant bleu, ça va être difficile pour la direction de dire non, j'aime mieux vert, j'aime mieux jaune, j'aime mieux rouge. C'est beaucoup plus facile de procéder ainsi. Ça demande beaucoup de temps, ça demande une culture syndicale dans les milieux, mais c'est payant à long terme là, de procéder ainsi. Une consultation peut aussi se faire par courriel, quand on n'a pas nécessairement le temps. On sait que les enseignants courent souvent après notre temps, mais le plus possible de faire des rencontres pour arriver à un certain consensus, une certaine majorité pour que le CPE adopte cette position-là comme étant la seule position. Donc, sur la consultation collective, là, donc, les recommandations du CEOM, l'encadrement, on vous recommande 30 heures. D'où vient le 30 heures? Vous avez 180 jours de classe avec les élèves. On fait au minimum 10 minutes d'encadrement sur plus de notre tâche de cours et leçons. Donc, 10 minutes fois 180, on divise ça par 60, on arrive à 30 heures. Les autres recommandations que nous vous faisons, la récupération, toutes sauf 0 heure. Et ça ne doit pas tout être fixé. Mais là, vous connaissez vos matières, vous connaissez vos besoins dans vos matières, donc allez-y selon votre historique là, pour la consultation. Mais la consultation peut aussi être, en mathématiques, c'est X heures, en français, c'est Y heures, en sciences aussi, c'est Y heures, et en art plastique, c'est Z heures. Là. Donc, il n'y a pas de malaise à présenter un nombre d'heures différent selon les matières. L'insertion professionnelle pour nos collègues en début de carrière, 18 heures, c'est la recommandation que nous vous faisons. La surveillance, c'est une répartition. Là, donc, nous, notre recommandation, ça serait 0 heure, mais on sait que c'est irréaliste. Mais ceci étant dit, là, donc c'est une répartition, essayer d'être le plus équitable possible. Et la rencontre collective hebdomadaire, donc c'est le temps et le moment qui est la consultation. Là, donc, le nombre d'heures sera fixe là, à 36 heures lui aussi. Sur la consultation individuelle, Émilie. Oui, alors pour ce qui est de la consultation individuelle, très important de mentionner que ça a lieu après la consultation collective, bien sûr, mais vraiment avant l'élaboration de la tâche. Donc, normalement, une fois que tout ce qui a été fait au plan collectif a été fait, la direction doit prendre le temps individuellement avec chaque enseignant pour discuter là, des activités professionnelles à inclure dans la tâche. Et ça, ça se fait en tenant compte du résultat de la consultation collective, donc de la première étape.
mais aussi des besoins particuliers des élèves et des préférences de l'enseignante ou de l'enseignant. Là, quand on parle de consultation, ça n'a pas besoin d'être une rencontre formelle de 2 heures avec chacun. Ça peut être un courriel. L'élément qui est important à mentionner, c'est qu'il faut que ce soit une vraie consultation là, au sens légal. Donc, il y a une véritable possibilité d'échange, que les personnes aient pu mentionner là, leur point de vue, puis véritablement discuter. Là, on ne parle pas de dire voici ce qu'on t'impose, oui ou non, puis même si c'est non, ça va être ça pareil. C'est quand même une vraie consultation. Par la suite, ben, en fait, c'est ça, là, ça va être l'occasion de se prononcer sur l'intérêt ou non à effectuer certaines activités étudiantes et aussi, en tant que prof, vous le savez, là, ça va être quoi les besoins particuliers, donc en termes d'encadrement, de récupération, en fonction des groupes qui vont être attribués. Donc, ça va être le moment aussi d'en discuter pour pouvoir prévoir les activités là, récurrentes à l'horaire ou celles qui pourront être placées ponctuellement. Ce qui est important de noter, c'est que la tâche officielle, finale, elle devra être faite au plus tard le 15 octobre. Donc, ça peut être fait jamais avant que les 2 étapes de consultation aient été faites. Donc, comme Simon-Pierre a mentionné, ce qu'on suggère, c'est de faire la consultation collective le plus rapidement possible, idéalement là, au mois d'avril, mais là, on sait qu'il est un peu tard pour ça. Mais vous avez encore le temps de le faire si vous avez des CPE ou autres. Et par la suite, de prendre le temps peut-être dans les dernières pédagogiques là, pour faire la consultation individuelle, sinon en début d'année scolaire aussi. Dans les premières pédagogiques, ça peut être un bon moment pour le faire. Donc, sur... Ah, Ah, bon, bon, sur le... j'allais Vas-y, y aller, là. Mais vas-y. OK. Donc, il y a la mise en place d'un mécanisme de résolution des difficultés. Donc, tout ça, c'est prévu là, à l'entente nationale, là, à la section 8.13. Alors, ça, c'est un mécanisme là, qui peut être convenu là, entre les parties là, d'avance. Donc, ça peut être prévu un peu la composition de la façon de faire lorsqu'il y a des difficultés, mais à défaut, en fait, il y a des choses qui sont prévues là, à l'entente nationale dans le but de prendre les moyens nécessaires pour une application harmonieuse de tout le mécanisme d'établissement de la tâche. Donc, si jamais il y a un désaccord entre la direction et un enseignant, donc l'enseignant peut faire une demande pour mettre en place le mécanisme de résolution des difficultés. Et ça, comment ça fonctionne, c'est qu'il y aura un exposé écrit qui devra être transmis à la personne désignée par le centre de service et la personne répondante de votre établissement. Donc, par la suite, le syndicat aura nommé, en fait, c'est paritaire, là, ce comité-là. Donc, il y aura 2 personnes qui représentent le syndicat et 2 personnes qui représentent le centre de service. Alors, Simon-Pierre pourra préciser tout à l'heure c'est qui ces 2 personnes-là, là, ces 4 personnes-là, en fait. Mais une fois que ces personnes-là reçoivent l'exposé écrit, dans les 5 jours, ils doivent tenir une rencontre et analyser la situation, demander là, aux besoins les informations complémentaires et par la suite, une fois que tout ça c'est fait, faire des recommandations au centre de service dans le but de résoudre la difficulté qui est présentée. Puis là, suite à ça, le centre de service va rendre une décision par écrit qui sera reçue par le mécanisme, en tout cas le comité paritaire là, de mécanisme de résolution des difficultés et bien sûr communiqué à l'enseignant ou à l'enseignante. Mais ça, c'est un mécanisme qui est comme à part. Donc, ça n'enlève pas le droit de faire un grief si jamais ça ne fonctionne pas. Si jamais il y a un problème, les 2 peuvent se faire conjointement au besoin pour ne pas perdre des droits, même si, dans les faits, là, le mécanisme de résolution des difficultés est supposé être assez rapide. Et si jamais là, on n'arrive pas à une solution satisfaisante, ben, l'option du grief est toujours possible également. C'est juste pour une modalité de prévention des différends là, qui est mise en place en amont. Oui, donc sur les membres. Donc, comme c'est tout nouveau, donc on a convenu avec l'employeur que nous n'allions pas convenir autrement. Donc, ce qui est prévu au 8.13, c'est vraiment ce qui va s'appliquer là au sein du CEUM et du Centre de services scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, les membres là, qui ont été désignés par le conseil d'administration, moi-même, et Brigitte Racine, là, qui est une avocate employée par le CEUM, conseillère aux relations de travail, qui va siéger là, avec moi si on a besoin
si on reçoit là, un mécanisme, un formulaire là, pour le mécanisme de résolution de difficulté. Je viens de faire une erreur, j'ai dit formulaire, donc il n'y aura pas de formulaire non plus, là, donc c'est via la personne répondante là, que vous pourrez envoyer l'exposé de la situation. La personne répondante pourra vous accompagner pour mieux compléter le formulaire. Je n'ai pas les représentants de l'employeur, donc quand on dit là, vous devez envoyer le courriel à votre personne répondante et au centre de services, malheureusement, je n'ai toujours pas la personne représentante là, au sein du centre de services. Ça ne saurait qu'attendre, mais pour moi, c'est pas une raison de ne pas faire siéger le comité dans les 5 jours. Donc, j'ai quand même une vis-à-vis au sein du centre de service, là, donc je ne me gênerai pas de lui envoyer l'exposé que vous nous enverrez. Là. Ceci étant dit, le 5 jours, il n'est pas de rigueur. Donc, si vous nous envoyez ça le 23 décembre, nous allons convenir avec l'employeur que le 5 jours sera plus long. Mais si vous nous envoyez ça un 12 mai, par exemple, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas dans les 5 jours. Je fais quand même un bout là pour compléter sur le mécanisme de résolution. On voit ici le CNC. Le CNC, c'est le Comité national de concertation. Comité national de concertation, nous, au niveau local, nous avons un CRT, Comité des relations de travail, où nous sommes là 6 à 8 personnes à la table avec l'employeur. Ben, faites 3-4 de notre côté, 3-4 du côté de l'employeur. Et nous traitons là, de dossiers plus collectifs, donc difficultés collectives là, dans les écoles, dans les centres. Au niveau de la FAE, c'est le CNC, le Comité national de concertation. Je vais faire un parallèle avec le MIRA, donc le mécanisme interne de règlement à l'amiable. Donc nous, au sein du syndicat, c'est David Hamel qui est notre vice-président à la vie professionnelle et Jean-Philippe Viau là, qui est notre secrétaire d'instance, membre du conseil d'administration, aussi orthopédagogue. Donc le MIRA s'occupe de problèmes liés aux élèves EHDA. Donc, quand vous avez une difficulté avec un élève HDA, donc un problème au sein du comité école, un problème de classement, un problème, peu importe ce qui est en lien avec les élèves à risque et HDA, ultimement, vous pouvez faire remplir le formulaire qui s'appelle le MIRA, l'envoyer à David et à Mme Anne-Lise Levert, là, qui est directrice adjointe aux ressources éducatives pour les élèves HDA. Donc, ces 4 personnes-là, la quatrième, je crois, sous toute réserve, là, que c'est Charles Picot-Amio qui est coordonnateur relations de travail. Ces 4 personnes-là vont avoir un peu les mêmes mandats. Mais pour le HDA, ce comité-là, il est privé à l'entente nationale depuis 2015. Quand à la table de négociation, on parle de difficultés avec les élèves HDA, la réponse à la table de négociation que la FAE reçoit, c'est le CNC n'a jamais été saisi de MIRA, donc il n'y a pas de problème au niveau des HDA. Donc, on n'a pas besoin de convenir autrement le chapitre, la clause 8.9, qui est tout qui est tout en lien avec les HDA, puisque le CNC n'a jamais été saisi de problème. Au CEA, nous avons reçu là, à travers les années 4 MIRA. Nous avons toujours trouvé des solutions là, à l'interne. Le centre de service là, a toujours trouvé des solutions à l'embauche de personnel supplémentaire. Donc, on n'a jamais été au CNC. Mais on vous encourage à remplir là, via la personne répondante, bien sûr, là, des formulaires MIRA, mais ce n'est pas le sujet de la formation d'aujourd'hui. Mais ce mécanisme-là, c'est un peu comme le MIRA, mais de la tâche. Mais là, on pourrait penser à la négociation 2026. Nous allons en période de négociation, mais il n'y a aucune demande sur la tâche puisque nous voulons la vivre avant de faire des demandes. Mais on ne voudrait pas qu'à la négociation 2026, le parti patronal nous dise mais le CNC n'a jamais été saisi de problème sur la tâche, donc on ne changera aucun élément sur la tâche. Si bien sûr il y a des difficultés, s'il n'y a pas de difficultés, puis on se fait répondre qu'on ne changera rien, on va être content puisqu'il n'y a pas de difficultés. Mais on pourrait anticiper certaines difficultés, donc ça serait important là, que ce mécanisme-là, autant que le MIRA, soit utilisé à bon escient et à tout ce qui est nécessaire. Là. Donc, je vais conclure, mais on aura une période de questions. Donc, la nouvelle tâche, là, c'est assurer qu'il y aura un lot de questions. C'est assurer que vous allez avoir des questionnements. Donc, au secondaire, pour cette année, là, c'est Cassandre McLean et Marco Bergeron, selon l'école dans laquelle vous êtes, qui pourront répondre à vos questions.
Nous avons su que Cassandre retourne à l'enseignement, donc il y aura une nouvelle personne qui sera nommée pour être personne répondante au niveau du secondaire, mais le secondaire et le DAFP seront fusionnés l'année prochaine. Donc, il y aura Stéphanie Beauchamp qui est présentement le DAFP qui fera des écoles secondaires et Marco Bergeron et une troisième personne plutôt qui s'occuperont là de répondre à toutes vos questions sur la tâche et sur toute autre chose. Là. Mais vous pourrez aller sur le site du CEUM, ceum.qc.ca, et il y a la section « À qui parler ». Donc, vous pourrez voir l'année prochaine qui s'occupe de votre école. Vous recevrez aussi une affiche avec le numéro de téléphone et le courriel de la personne répondante de votre établissement. Mais d'ici l'année prochaine, même si vous avez des questions, vous pouvez passer par la personne répondante présentement de votre école pour poser vos questions.